Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! La maison d'édition AB Publishing présente Gary Chapman et Ross Campbell. Les langages d'amour des enfants. Les actes qui disent je t'aime. Lu par Bertrand Maudet. Bonne écoute. Préface. Nos enfants s'expriment parfois dans une langue que nous pouvons ne pas comprendre pleinement. Mais il se peut aussi qu'ils ne saisissent pas très bien les idées que nous cherchons à leur communiquer. De toutes les maladresses que nous pouvons commettre dans la communication de nos intentions, la plus grave et celle qui cause certainement le plus de tort est notre incapacité à communiquer notre amour à nos enfants. Savez-vous parler le langage d'amour de votre enfant? L'utilisez-vous? Tout enfant maîtrise une langue de base dans laquelle il comprend mieux l'amour que lui exprime son parent. Ce livre vous apprendra à reconnaître et à parler le langage d'amour fondamental auquel votre enfant est sensible, ainsi que 4 autres langages courants qui prouveront à votre petit que vous l'aimez. Comme nous le verrons, nos enfants ont besoin de se savoir et de se sentir aimés pour devenir des adultes responsables. L'amour est indispensable pour faire de l'enfant d'aujourd'hui l'adulte généreux et aimant de demain. Ce livre vous exposera les 5 langages d'amour que comprend votre enfant et vous aidera à déterminer celui qui lui est le plus familier. Écoutez attentivement les 5 chapitres, 2 à 6, qui décrivent ces différents langages, car votre enfant tirera profit de chacun d'eux comme moyen d'expression de votre amour pour lui. Certes, nous croyons qu'il le saisira mieux dans un langage, mais les autres façons de lui dire votre amour lui permettront de s'en faire une image plus complète. De plus, il se peut qu'au fil des ans, son langage fondamental d'amour change. C'est pour cette raison que chaque chapitre consacré à un langage d'amour commencera par souligner l'importance de ce langage pour votre enfant. Même s'il ne correspond pas à celui auquel votre petit est le plus sensible, apprenez cependant à le pratiquer aussi bien que son langage fondamental. Maîtrisez les 5 moyens de communication de votre amour et vous serez certain que votre enfant le comprendra sous une forme ou sous une autre. Il est évidemment plus important de bien posséder le langage le plus familier pour lui. Nous insisterons aussi sur le caractère essentiel de l'amour dans l'éducation. Celle-ci a pour but de faire de votre enfant un adulte mature. Tous les aspects de son développement exigent l'amour comme support. Ainsi, la colère que peut éprouver l'enfant sera canalisée positivement s'il ressent l'amour de ses parents. Il sera plus disposé à prendre vos suggestions en considération et à les accepter s'il est convaincu que votre amour pour lui est sincère et solide. Peu de parents se rendent compte qu'il leur revient d'apprendre à leur enfant à gérer sa colère de façon mature. Comme nous le ferons remarquer au chapitre 10, la tâche la plus ardue des parents consiste justement à obtenir que leur rejeton gère correctement sa colère. Pour réussir dans cette entreprise, les parents doivent commencer par aimer. Il est intéressant de noter que les parents qui aident leurs enfants à bien canaliser leur colère tissent avec eux des liens plus chaleureux et plus forts. Dans le but de vous apprendre à mieux aimer votre enfant, ce livre contient diverses suggestions destinées à vous faire mieux remplir votre rôle de parent. En vous attachant à ces différents aspects de votre tâche parentale, vous contribuerez à rendre les relations au sein de la famille plus solides, plus détendues et plus agréables. Ainsi, notre exposé sur la discipline, chapitre 8, vous montrera que les 2 mots-clés à conserver constamment présents à l'esprit sont bonté et fermeté. De même que l'amour couvre une multitude de manquements, la bonté associée à la fermeté constitue un filet qui vous protège de la chute et vous permet de rebondir. Nous verrons au moment voulu comment maintenir l'équilibre entre la bonté et la fermeté. L'ouvrage se termine par un guide de réflexion avec des suggestions et des exercices pour vous aider à pratiquer chacun des 5 langages d'amour avec vos enfants. Nous sommes certains que cette partie du livre vous permettra d'appliquer les principes énoncés. Chacun de nous deux
tient encore à vous adresser un mot personnel avant que vous ne commenciez l'apprentissage de ces nouvelles langues, qui faciliteront et amélioreront la communication de l'amour que vous portez à votre enfant. Un mot de Gary Chapman. Le livre « Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime » a remporté un franc succès. Des centaines de milliers de couples l'ont lu et ont suivi ses principes. J'ai reçu des piles de lettres de gens du monde entier qui m'expriment leur reconnaissance pour les changements significatifs que la découverte et l'apprentissage des langages de l'amour ont opérés dans leur couple. La plupart me disent que le fait d'avoir appris le langage fondamental dans lequel leur conjoint comprenait le mieux leur amour a complètement modifié le climat affectif de leur foyer. Et quelques-uns vont même jusqu'à attribuer le sauvetage de leur union à ce livre. Lors des séminaires que je continue d'organiser sur le même thème, des participants m'ont souvent demandé « Quand écrirez-vous un livre qui traite des langages d'amour de l'enfant ?» Étant donné mon orientation professionnelle de conseiller conjugal, j'ai toujours refusé d'écrire un livre consacré aux enfants, malgré les centaines de témoignages encourageants de parents qui me disent avoir appliqué avec succès à leurs enfants les principes valables pour les adultes. Lorsque mon éditeur me suggéra d'écrire un tel livre, je pris contact avec Ross Campbell, un ami de longue date, pour lui demander d'être co-auteur de l'ouvrage. À ma grande satisfaction, il accepta. Ross Campbell a exercé pendant 30 ans comme médecin psychiatre et s'est spécialisé dans les besoins affectifs des enfants et des adolescents. J'ai toujours apprécié la qualité de son travail, de ses écrits, et j'ai beaucoup profité des contacts personnels que nous avons eus au fil des ans. À l'heure où cet ouvrage va sortir, je suis très heureux de ce que nous ayons pu en quelque sorte fusionner nos deux expériences sur un projet commun. Nous avons tous les deux écrit ce que nous comptions mettre dans chaque chapitre. Ensuite, notre rédacteur a procédé à une synthèse de nos idées pour en faire un livre cohérent. Je suis extrêmement satisfait du résultat. De même que le livre à propos des langages de l'amour a aidé de nombreuses personnes à régler leurs problèmes conjugaux, j'espère que celui-ci aidera beaucoup de parents, de moniteurs, d'éducateurs et d'enseignants qui travaillent parmi les enfants à répondre de façon encore plus efficace à leurs besoins affectifs. Gary Chapman, docteur en philosophie, janvier 1997. Un mot de Ross Campbell. Depuis plus de 20 ans, Gary Chapman et moi-même écrivons et parlons sur le thème de l'amour. Monsieur Chapman a aidé des milliers de couples à améliorer leurs relations sentimentales. Pour ma part, j'ai écrit des livres et organisé des séminaires pour appuyer les parents dans leur tâche difficile mais ô combien gratifiante d'élever leurs enfants. Bien que connaissant Gary Chapman depuis près de 2 décennies, je ne m'étais pas rendu compte que nos engagements étaient convergents et complémentaires. Je l'ai découvert en lisant son livre « Les langages de l'amour », qui complète mes ouvrages « Comment vraiment aimer votre enfant » et « L'adolescent, le défi de l'amour ». Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de M. Chapman, c'est son insistance sur le fait que nous avons tous un langage dans lequel nous saisissons mieux l'amour qui nous est porté. Si nous arrivons à bien identifier et à apprendre ce langage auquel sont particulièrement sensibles notre conjoint et nos enfants, nous aurons découvert un merveilleux moyen d'améliorer nos relations familiales. Cette pensée trouve des applications immédiates dans la vie des enfants, car chacun d'eux a sa façon personnelle d'exprimer son amour et de ressentir l'amour des autres. Ce livre résulte de la mise en commun de nos compétences et de nos expériences. Je suis reconnaissant pour le privilège d'avoir pu collaborer avec Gary Chapman sur ce sujet si important. Je suis persuadé que ce livre sera utile aux parents et à tous ceux qui s'occupent d'enfants et désirent répondre à leurs besoins essentiels. J'invite maintenant l'auditeur à nous accompagner dans notre voyage d'exploration à la découverte des langages d'amour de l'enfant. Ross Campbell, docteur en médecine, janvier 1997. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Première partie, les langages de l'amour. Chapitre 1, l'amour pour fondement. Denis et Sandra n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait avec leur fils Eric, âgé de 8 ans. Élève au-dessus de la moyenne,
il s'était toujours appliqué à ses devoirs scolaires. Mais cette année, ses résultats étaient plutôt médiocres. Lorsque l'institutrice avait terminé d'expliquer la leçon, il allait la trouver à son bureau et lui demandait de la lui expliquer une nouvelle fois. Il pouvait ainsi la déranger jusqu'à 8 fois dans la journée. Avait-il des problèmes d'ouïe ou de compréhension? Denis et Sandra lui avaient fait passer des tests auditifs et l'avaient présenté à un conseiller scolaire qui avait trouvé son niveau intellectuel tout à fait normal pour un enfant de son âge et de sa classe. D'autres choses les préoccupaient à propos de leur fils. Eric adoptait parfois un comportement antisocial. À midi, l'institutrice s'arrangeait pour manger à tour de rôle avec ses différents élèves. Mais Eric se montrait agressif et jouait des coudes pour pouvoir être près d'elle plus souvent. Pendant la récréation, dès qu'il apercevait sa maîtresse, il cessait de jouer avec ses camarades et se précipitait vers elle pour lui poser des questions insignifiantes et pouvoir ainsi se soustraire aux autres. Si l'institutrice participait à un jeu avec les enfants dans la cour, Eric s'arrangeait pour lui donner la main. Ses parents avaient rencontré l'enseignante à 3 reprises déjà, mais ni eux ni elle ne trouvèrent la cause des difficultés du garçon. Heureux et normalement indépendant les 2 premières années scolaires, Eric était devenu collant sans raison apparente. À la maison, il se querellait plus souvent avec sa sœur aînée, ce que Denis et Sandra prirent pour une agressivité passagère. Les parents participèrent un jour à mon séminaire sur le mariage et me parlèrent d'Eric. Ils étaient très inquiets, se demandant s'ils n'avaient pas affaire à un futur rebelle. « Docteur Chapman, nous savons que ce séminaire est axé sur le mariage, » dit Sandra. « Mais Denis et moi avons pensé que vous pourriez peut-être nous donner quelques conseils. » Puis, la jeune femme décrivit les changements qui s'étaient opérés dans le comportement de leur fils. Je demandai aux parents si quelque chose avait changé dans leur style de vie cette année. Denis m'expliqua qu'il était représentant de commerce et qu'il consacrait 2 soirées par semaine à visiter des clients, mais que les autres soirs, il était à la maison entre 6h et 7h30. Il passait ces soirées-là à des travaux d'écriture et à regarder un peu la télévision. Le week-end, il assistait à des matchs de football et emmenait souvent Eric avec lui. Il ne l'avait pas fait cette année. Je suis débordé. Je préfère regarder le match à la télé. « Et vous, Sandra ?» demandai-je. « Avez-vous connu des changements dans vos habitudes de vie ces derniers mois ?» « Oui, quand Eric est entré à l'école maternelle, j'ai repris un travail à mi-temps. Mais cette année, je travaille à plein temps, si bien que je rentre à la maison plus tard qu'auparavant. C'est le grand-père qui vient chercher Eric à la sortie de l'école. L'enfant reste chez ses grands-parents environ 1h30 avant que je le reprenne. Les soirs où Denis a ses rendez-vous d'affaires, Eric et moi mangeons chez mes parents, et nous rentrons après. » Le séminaire allait débuter, mais je sentais que je commençais à comprendre ce qui pouvait se passer chez Eric. Je fis aux parents du garçon la suggestion suivante. Je vais parler du mariage, mais je souhaiterais que vous réfléchissiez tous les 2 à la façon d'appliquer à votre relation avec Eric les principes que je vais énoncer dans mon exposé. À la fin du séminaire, j'aimerais connaître vos conclusions. Ils parurent un peu désorientés de ce que j'ai mis fin à notre entretien sans leur laisser le moindre conseil. Mais ils acceptèrent ma proposition. À la fin de la journée, tandis que les autres participants s'en retournaient chez eux, Denis et Sandra se précipitèrent vers moi, l'air d'avoir fait une nouvelle découverte. « Docteur Chapman, » me dit Sandra, « je crois que nous avons une petite idée de ce qui se passe chez Eric. En vous écoutant parler des 5 langages de l'amour, nous avons compris tous les 2 que le langage d'amour auquel Eric était le plus sensible est celui des moments de qualité. En repensant aux 4 ou 5 mois écoulés, nous nous rendons compte que nous n'avons donné à notre fils que des moments de qualité inférieure. Lorsque je travaillais à temps partiel, je prenais régulièrement Eric à sa sortie de classe, et nous faisions toujours quelque chose ensemble sur le chemin du retour. Parfois, nous nous arrêtions quelques instants dans le parc, parfois nous faisions quelques courses, parfois nous allions au snack. De retour à la maison, Eric s'attelait à ses devoirs d'école. Après le repas, nous jouions tous les 2 à un jeu de société, surtout quand Denis n'était pas là. Tout cela a changé depuis que j'ai pris un emploi à plein temps. J'ai conscience que je consacre moins de temps à Eric. Je jetai un regard sur Denis. De mon côté, reconnut-il, je constate qu'autrefois j'emmenais Eric avec moi voir les matchs. Mais depuis que j'ai cessé d'y aller, je n'ai pas remplacé cette relation père-fils par autre chose. Mon fils et moi, nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois. Je pense que vous avez vu juste tous les 2,
dis-je alors. Vous savez dans quel domaine votre fils se sent émotionnellement délaissé. Si vous arrivez à combler son besoin d'amour, vous avez de grandes chances de voir son comportement évoluer dans le bon sens. J'indiquais aux parents quelques moyens pour communiquer leur amour à Eric en lui consacrant des moments d'intimité auxquels l'enfant serait sensible. J'incitais Denis à réserver de la place à son fils dans son emploi du temps et encourageais Sandra à reprendre certaines activités qu'elle avait l'habitude de pratiquer avec lui avant qu'elle ne travaille à plein temps. Les deux conjoints semblaient très désireux de traduire leur intention en actes. Il se peut que d'autres facteurs soient à prendre en considération, ajoutai-je. Mais si vous accordez à Eric des doses suffisantes de moments de qualité, et si vous essayez de comprendre les autres modes dans lesquels il perçoit l'amour, je suis persuadé que vous observerez des changements notables dans son attitude. Nous nous sommes quittés là-dessus. Je ne reçus jamais de lettres de leur part. À vrai dire, je les avais même oubliées. 2 ans plus tard, je fus sollicité par un nouveau séminaire dans leur contrée. Ils vinrent à ma rencontre et me rappelèrent notre conversation. Ils étaient tout sourire. Nous nous sommes embrassés et ils m'ont présenté des amis qu'ils avaient invités à ce séminaire. « Donnez-moi vite des nouvelles d'Eric », dis-je plein d'intérêt. Ils sourirent. « Eric se porte à merveille », répondirent-ils. « Nous voulions souvent vous écrire, mais finalement nous ne l'avons pas fait. En rentrant chez nous, nous avons appliqué vos recommandations. Au cours des mois suivants, nous avons accordé à notre fils un temps de qualité. En l'espace de 2 ou 3 semaines déjà, nous avons constaté un changement radical dans son attitude à l'école. Lorsque l'institutrice nous convoqua, nous avons eu peur. Mais cette fois-ci, elle voulait savoir ce qui avait pu provoquer un si grand changement chez Eric. L'enseignante put les rassurer. Eric avait abandonné son attitude négative. Il n'éloignait plus les enfants d'elle au réfectoire et ne venait plus sans cesse à son bureau pour demander des explications. Sandra lui raconta alors que suite à un séminaire dont le thème était « Une meilleure communication de l'amour », elle et son mari avaient commencé à parler le langage d'amour auquel Eric était sensible. Nous lui avons dit que nous avions commencé à donner des overdoses de moments de qualité, ajouta Sandra. Ce couple avait appris le langage d'amour préféré de leur fils. Ils avaient trouvé la meilleure façon de lui dire « Nous t'aimons », une façon qu'Eric comprenait bien. L'histoire de ce garçon m'a encouragé à écrire ce livre. Mon premier livre sur les langages de l'amour s'intéresse principalement à ce que ressent l'un des conjoints lorsque l'autre lui exprime son amour dans un mode particulièrement compréhensible. Un chapitre du livre est consacré à la découverte du premier langage d'amour de l'enfant. Rose Campbell et moi allons vous montrer maintenant comment ces 5 langages d'amour peuvent aider votre enfant à se sentir aimé. Le fait de lui exprimer votre amour dans la langue qu'il comprend le mieux ne signifie pas qu'il ne se rebellera pas plus tard. Il aura simplement compris, sans l'ombre d'un doute, que vous l'aimez. Cette certitude peut lui procurer un profond sentiment de sécurité et un espoir solide. En parlant son langage familier, vous réussirez mieux à faire de lui un adulte responsable. Vous bâtirez sur l'amour. Dans l'éducation des enfants, tout dépend de la relation d'amour entre le parent et l'enfant. Rien n'aboutira si ses besoins affectifs ne sont pas comblés. Seul l'enfant qui se sent vraiment aimé fera de son mieux. Vous avez beau l'aimer, tant qu'il ne le ressentira pas, c'est-à-dire tant que vous ne lui parlerez pas le langage d'amour qu'il comprend, il ne le saura pas. Remplir le réservoir émotionnel. En adoptant le mode de communication de votre enfant, vous pouvez remplir d'amour son réservoir émotionnel. Vous éduquerez plus facilement un enfant qui se sent aimé qu'un enfant dont le réservoir émotionnel est presque vide. Tout enfant possède un réservoir émotionnel, un centre qui lui délivre l'énergie affective dont il a besoin pour traverser sans encombre les années difficiles de l'enfance et de l'adolescence. De même qu'une voiture puise l'énergie nécessaire pour rouler dans son réservoir de carburant, nos enfants prélèvent dans leur réservoir émotionnel la force indispensable à une croissance équilibrée. À nous donc de veiller à ce que leur réservoir émotionnel reste rempli, afin qu'ils agissent bien et atteignent leur plein régime. Mais avec quoi le remplir? Avec de l'amour, bien sûr. Mais un amour bien défini
permettant à l'enfant de croître et de se conduire correctement. Versons dans le réservoir émotionnel de nos petits de l'amour inconditionnel, caractéristique du véritable amour. L'amour inconditionnel accepte et valorise l'enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, le parent l'aime. Hélas, les parents témoignent souvent à leur progéniture un amour conditionnel, qui dépend d'autre chose que de l'enfant en tant qu'être humain. Cet attachement-là se fonde sur les performances et adopte une stratégie éducative qui offre des cadeaux, des récompenses et des privilèges à l'enfant qui réussit ou se conduit conformément à ce que l'adulte attend de lui. Il faut évidemment éduquer et corriger nos enfants, mais seulement après avoir rempli leur réservoir émotionnel avec un super carburant, l'amour inconditionnel. Nos petits ont des réservoirs d'amour qui ne demandent qu'à être remplis, et remplis à nouveau de façon régulière, car ils se vident. Seul l'amour inconditionnel évitera que l'enfant éprouve des sentiments d'amertume, de rejet, de culpabilité, de crainte et d'insécurité. En donnant beaucoup d'amour inconditionnel à nos enfants, nous serons mieux à même de les comprendre et d'influencer leur conduite. Sabine a été élevée dans un foyer aux ressources modestes. Son père était un petit employé et sa mère consacrait son temps à son intérieur, à part quelques heures de travail à l'extérieur. Ses parents avaient travaillé dur et étaient fiers de leur maison et de leur famille. C'était le père de Sabine qui préparait le repas du soir. Puis, elle et lui faisaient la vaisselle ensemble. Le samedi était le jour des corvées hebdomadaires. Le soir, ils sortaient manger dans un fast-food. Le dimanche matin, la famille se rendait à l'église et passait l'après-midi dans la famille. Lorsque Sabine et son frère étaient plus petits, leurs parents leur lisaient des histoires presque tous les soirs. Maintenant que les enfants allaient à l'école, leurs parents les encourageaient à passer leur soirée à étudier. Ils souhaitaient les voir poursuivre des études supérieures, bien que n'ayant pas eu ce bonheur eux-mêmes. Sabine avait une camarade de classe qui s'appelait Vanessa. La plupart de leurs cours étaient communs, et les deux jeunes filles mangeaient souvent ensemble. Mais elles ne s'étaient jamais rendues visite. Si elles l'avaient fait, elles auraient constaté une grande différence dans leurs conditions de vie. Le père de Vanessa était un homme qui réussissait bien dans les affaires et qui apportait beaucoup d'argent à la maison. Il était souvent sur les routes. La mère de Vanessa était infirmière. Son frère fréquentait une école privée. Elle-même avait été placée dans un internat pendant 3 ans, mais elle avait supplié ses parents de l'inscrire dans l'école publique toute proche. Avec un père fréquemment absent et une mère tellement absorbée par son travail, la famille prenait souvent ses repas au restaurant. Sabine et Vanessa furent de bonnes amies jusqu'en 3e, au moment où Vanessa fut inscrite dans un lycée spécialisé, situé près de chez ses grands-parents. La première année, les deux jeunes filles s'écrivirent. Puis, Vanessa fréquenta un garçon et leur correspondance s'espaça avant de cesser complètement. Sabine se fit d'autres amis. Après le déménagement de la famille de Vanessa, Sabine n'entendit plus parler de son ancienne camarade de lycée. Si elle avait eu de ses nouvelles, elle aurait appris qu'après son mariage et la naissance de son enfant, Vanessa fut arrêtée comme trafiquante de drogue et passa plusieurs années en prison. Pendant son incarcération, son mari la quitta. Pour sa part, Sabine fit un heureux mariage et eut 2 enfants. Comment expliquer que 2 amis d'enfance aient pu connaître un destin si différent? Plusieurs facteurs doivent certainement être pris en considération, mais la remarque que Vanessa fit un jour à son thérapeute est un indice important. Je ne me suis jamais sentie aimée par mes parents. J'ai commencé à consommer de la drogue parce que je voulais que mes amis m'aiment. Par ces paroles, elle cherchait moins à blâmer ses parents qu'à se comprendre elle-même. Avez-vous examiné attentivement les propos de Vanessa? Elle n'a pas dit que ses parents ne l'avaient pas aimée, mais qu'elle ne s'était pas sentie aimée. La plupart des parents aiment leurs enfants et souhaitent que ceux-ci se sentent aimés, mais peu savent bien communiquer leur amour. C'est en apprenant à aimer inconditionnellement qu'ils feront comprendre à leurs enfants combien ils sont aimés. Comment l'enfant se sent-il aimé? Dans la société moderne, il est de plus en plus difficile d'avoir des enfants équilibrés sur le plan affectif et psychique.
Les parents redoutent de voir leurs enfants succomber à la drogue. L'état de notre système éducatif incite de nombreux parents à inscrire leurs enfants dans des écoles privées. La violence qui se fait jour dans certaines villes et dans certains quartiers dits chauds peut même faire craindre pour la vie des siens. C'est dans cette sombre réalité que nous voulons adresser un message d'espoir aux parents. Nous souhaitons que vous entreteniez une relation très affectueuse avec vos enfants. Nous insisterons beaucoup dans la suite de ce livre sur un aspect primordial de votre rôle de parent. Répondre aux besoins d'amour de votre enfant. Les enfants qui se sentent vraiment aimés par leurs parents seront beaucoup plus disposés à écouter leurs conseils et à les suivre, dans n'importe quel domaine de la vie. Nous avons écrit cet ouvrage pour vous aider à mieux faire goûter à votre petit l'amour que vous lui portez. Vous y parviendrez en apprenant les langages d'amour qu'il est capable de comprendre et auxquels il pourra répondre. Pour qu'un enfant se sente aimé, nous devons apprendre à lui parler le langage d'amour qu'il comprend le mieux. Chacun a sa façon particulière de ressentir l'amour. Il existe 5 modes principaux par lesquels les enfants et les adultes comprennent et expriment les sentiments d'affection. Ce sont le contact physique, les paroles valorisantes, les instants de qualité, les cadeaux et les services rendus. Si vous avez plusieurs enfants, il est probable qu'ils aient chacun leur façon propre de ressentir et de communiquer l'amour. De même que les enfants ont différentes personnalités, ils ont aussi différents langages d'amour. En général, 2 enfants ont besoin d'être aimés différemment. Un amour sans considération de personne. Quel que soit le langage d'amour que votre enfant saisit le mieux, il doit le percevoir comme inconditionnel. Cet amour-là est une lumière qui guide les parents, éclaire leur perplexité et leur permet de savoir où ils en sont et ce qu'ils doivent faire pour élever leur enfant. Sans cet amour, le rôle de parent est déroutant et compliqué. Avant d'explorer les 5 langages d'amour, considérons la nature et l'importance de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel se définit mieux en montrant ce qu'il accomplit. C'est témoigner à l'enfant un amour qui est au-dessus de toute autre considération. C'est l'aimer sans tenir compte de son aspect, de son capital, de son potentiel ou de son infirmité, sans faire intervenir ce que nous attendons de lui et surtout sans préjuger de sa conduite. Cela ne signifie pas que nous aimions toute sa façon de se conduire, mais que nous aimons l'enfant en tout temps, même s'il se comporte mal, et que nous désirons qu'il le sache. Cette attitude de l'adulte s'apparente-t-elle à de la permissivité? Pas du tout. Elle s'efforce au contraire de respecter les priorités. Le réservoir émotionnel de l'enfant doit être rempli avant qu'il soit éduqué ou corrigé. Un enfant dont le réservoir est plein réagira sans ressentiment aux injonctions parentales. Certaines personnes craignent que cette approche puisse gâter, voire pourrir l'enfant. Mais c'est faux. Aucun enfant ne pourra jamais recevoir trop d'amour inconditionnel. Un enfant peut être gâté par une mauvaise éducation ou par un amour mal avisé, qui cède à mauvais escient ou qui corrige à tort. Le vrai amour inconditionnel ne gâtera jamais un enfant, car il est impossible que des parents en donnent trop à leur enfant. Vous avez peut-être du mal à accepter ces principes parce qu'ils vont à l'encontre de ce que vous avez cru bon et vrai jusqu'à présent. Dans ce cas, il ne vous sera pas facile d'offrir un amour inconditionnel à votre enfant. Mais en vous efforçant malgré tout et en constatant les bienfaits que cela procure, vous arriverez de mieux en mieux à aimer sans condition. Persévérez et agissez dans le plus grand intérêt de l'enfant, sachant que votre amour fera de lui un enfant heureux et bien dans sa peau, contrairement à celui qui est privé d'amour ou qui ne le ressent pas et qui reste mal assuré, irritable, inaccessible et immature. Si vous n'avez pas toujours aimé votre enfant de cette façon, changer de cap vous semblera difficile. Mais au fur et à mesure que vous cultiverez l'amour inconditionnel, vous en goûterez les effets bienfaisants, car vous deviendrez une personne généreuse et aimante dans toutes vos relations. Évidemment, personne n'est parfait, et vous ne devez pas vous attendre à aimer ainsi tout le temps. Mais en visant cet objectif, vous constaterez de notables progrès dans votre façon d'aimer indépendamment de toute considération critique.
remémorez-vous fréquemment quelques vérités importantes à propos de vos enfants. Ce sont des enfants. Ils ont tendance à agir comme des enfants. Le comportement enfantin est souvent déplaisant. Si je m'acquitte bien de mon rôle de parent, et si j'aime mes enfants malgré leur comportement typique de leur âge, ils acquerront de la maturité et abandonneront leurs travers enfantins. Si je les aime uniquement quand cela me convient, amour conditionnel, et si je ne leur fais ressentir cet amour qu'à ces moments-là, ils ne se sentiront pas aimés de façon authentique. Leur image de soi en souffrira. Ils manqueront d'assurance et ne seront pas encouragés à exercer une meilleure maîtrise d'eux-mêmes et à se conduire de façon plus mature. Ainsi, leur développement et leur comportement sont autant mon affaire que la leur. Si je ne les aime que lorsqu'ils répondent à mon attente ou accomplissent mes désirs, ils se sentiront incompétents et estimeront inutile de faire de leur mieux, puisque ce ne sera jamais assez. Ils seront en proie au manque d'assurance, à l'anxiété, à une faible estime personnelle et à la colère. Pour ne pas tomber dans ce piège, je dois constamment me rappeler que je suis entièrement responsable de leur croissance. Pour une discussion plus approfondie sur ce thème, l'auditeur pourra se reporter au livre « Comment vraiment aimer votre enfant » de Ross Campbell. Si je les aime inconditionnellement, ils se sentiront bien dans leur peau et seront capables de maîtriser leur anxiété et leur comportement en devenant adultes. Certes, les comportements évoluent avec l'âge. À âge égal, une fille ne se conduit pas comme un garçon. Les adolescents agissent autrement que leurs cadets. Un jeune de 17 ans réagit autrement qu'un de 13 ans. Mais souvenons-nous que ce sont encore des mineurs et non des adultes matures. Attendons-nous donc à ce qu'ils fassent parfois de faux pas. Ayons de la patience avec eux, tandis qu'ils apprennent à grandir. De l'amour et bien d'autres choses. Ce livre met principalement l'accent sur le besoin d'amour de nos enfants et sur le moyen de le combler. Nous avons insisté là-dessus parce que c'est leur plus grand besoin émotionnel et qu'il affecte nos relations avec eux. Il existe d'autres besoins, notamment des besoins matériels. Ils sont plus faciles à discerner, mais ils ne sont pas aussi essentiels et n'ont pas le même impact vital. Certes, nous devons procurer à nos enfants abri, nourriture et vêtements. Mais nous devons également veiller sur la croissance et la santé mentale et émotionnelle de nos enfants. Des volumes entiers ont été écrits sur le besoin d'estime de soi ou sur le sentiment de dignité personnelle qu'éprouve l'enfant. Celui qui a une trop bonne image de lui s'estimera supérieur aux autres, comme un don de Dieu au monde et méritant d'obtenir tout ce qu'il désire. L'enfant qui au contraire sous-estime sa valeur sera assailli par des pensées du genre « je ne suis pas aussi intelligent, aussi fort ou aussi beau que les autres ». Son refrain est « je ne peux pas » et la réalité « je ne l'ai pas fait ». Il est important que les parents fassent tous leurs efforts afin que leur enfant acquiert une saine mesure de leur valeur personnelle. Ils se considéreront alors comme des membres de la société qui comptent, avec des aptitudes et des talents bien à eux, et ils auront envie d'être productifs. La sécurité et la protection sont d'autres besoins de l'enfant. Dans un monde troublé et en désarroi, les parents ont de plus en plus de difficultés à satisfaire ce besoin. Des parents en nombre croissant sont bouleversés par le cri d'angoisse de leur enfant. « Vas-tu aussi m'abandonner ?» L'enfant est malheureusement souvent témoin de la séparation des parents de ses amis. Lorsqu'un parent est parti, il redoute que l'autre s'en aille à son tour. L'enfant a également besoin d'acquérir des aptitudes relationnelles, de manière à traiter toutes les personnes comme ayant une valeur égale, et à nouer des amitiés par sa manière équilibrée de donner et de recevoir. Sans ces aptitudes, il risque de se replier sur lui-même et de rester ainsi à l'âge adulte. Mais celui qui n'a pas appris l'art et la manière de cultiver des relations sociales peut aussi se transformer en monstre tyrannique, qui pour atteindre ses objectifs, renversera tous ceux qui se trouvent sur son passage. Il existe dans le domaine des relations un secteur important, les rapports avec l'autorité. L'enfant devra apprendre à adopter une juste attitude à cet égard. Sa réussite dans la vie dépendra beaucoup de la façon dont il concevra et respectera l'autorité. Sans cette faculté relationnelle fondamentale, les autres ne signifieront pas grand-chose pour lui.
Les parents doivent aider leurs enfants à développer leurs dons particuliers pour qu'ils découvrent la satisfaction profonde et le sentiment du devoir accompli qui découle de la mise au service d'autrui de ces dons. Les adultes consciencieux s'efforceront de trouver la limite entre pousser et encourager leurs enfants. L'amour est le plus grand. Ce sont là des besoins légitimes de l'enfant, et il en existe beaucoup d'autres. Mais dans ce livre, nous insisterons sur l'amour. Car nous croyons que le besoin d'amour de l'enfant l'emporte sur tous les autres, et qu'il est fondamental. C'est dans l'amour reçu et partagé que se développent le mieux les efforts humains louables. La prime enfance. Dans ses premières années, l'enfant ne fait pas la distinction entre le lait maternel et la tendresse, entre la nourriture solide et l'amour. Privé de nourriture, l'enfant meurt de faim. Privé d'amour, il s'étiole sur le plan émotionnel et peut même en conserver des séquelles pour la vie. De nombreuses études sérieuses tendent à prouver que le fondement émotionnel indispensable pour la vie de l'enfant est posé au cours de ses 18 premiers mois, et principalement par sa relation avec sa mère. Le contact physique, les mots gentils et les soins attentifs sont l'aliment nécessaire pour que la vie émotionnelle future soit saine. En acquérant peu à peu la notion de leur identité personnelle, les bambins qui rampent commencent à se séparer eux-mêmes de l'objet aimé. Jusqu'à présent, c'était la mère qui pouvait quitter le champ de vision de l'enfant. Désormais, il a lui-même la faculté de s'éloigner des personnes dont il dépend. En devenant progressivement plus indépendant, il apprend aussi à aimer de façon plus active. Il n'est plus seulement quelqu'un qui reçoit l'amour des autres. Il est capable maintenant de leur en donner en retour. Mais c'est une façon pour l'enfant de posséder la personne aimée. Il ne s'agit pas encore pour lui de donner librement. Au cours des années suivantes, sa faculté d'exprimer l'amour se développera. Et s'il continue à recevoir suffisamment d'amour, il saura en donner davantage. Le fondement d'amour posé dans les premières années déterminera l'aptitude de l'enfant à apprendre et conditionnera beaucoup l'âge à partir duquel il sera en mesure d'intégrer de nouvelles informations. Lorsqu'ils vont à l'école, de nombreux enfants sont mal préparés pour apprendre, parce qu'ils ne sont pas émotionnellement prêts pour cette activité. Ils ont besoin d'atteindre d'abord un certain niveau de maturité émotionnelle avant de pouvoir apprendre efficacement. Ce n'est pas en envoyant leur enfant dans une école meilleure ou en changeant d'enseignant que les parents résoudront ce problème. Assurons-nous que nos enfants sont émotionnellement prêts pour apprendre. Voir le chapitre 9 pour le lien entre l'amour et l'apprentissage. L'adolescence. Satisfaire le besoin d'amour de l'enfant n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue, surtout au début de l'adolescence. En soi, la période de l'adolescence comporte de multiples dangers, et l'enfant qui l'aborde avec un réservoir émotionnel vide est particulièrement exposé aux difficultés de cet âge. Les enfants qui ont été élevés dans l'amour conditionnel aimeront de la même manière. Devenus adolescents, ils seront souvent enclins à manipuler leurs parents. Si leurs parents leur font plaisir, ils leur feront plaisir à leur tour. Si les parents contrarient leurs désirs, ils s'opposeront à eux. Ce comportement désarme et paralyse les parents, car ils s'attendent à ce que leurs adolescents adoptent à leur égard un comportement agréable. Or, ceux-ci n'ont jamais appris à aimer de façon inconditionnelle. Ce cercle vicieux engendre généralement la colère, le ressentiment et l'inconduite des adolescents. L'amour et les sentiments de nos enfants. Les enfants sont avant tout des êtres émotionnels, et leur première connaissance du monde environnant est de nature sentimentale. Plusieurs études récentes ont montré que l'état émotionnel de la mère a des répercussions sur l'enfant qu'elle porte dans son sein. Le fœtus réagit à la colère et au bonheur de sa mère. En grandissant, les enfants restent très sensibles à l'état émotionnel de leurs parents. Dans notre famille, Campbell, les enfants étaient souvent plus sensibles aux sentiments de leur père qu'aux leurs. Il arrivait même qu'un enfant sache ce que je ressentais avant même que je n'ai pris conscience de mon propre état d'âme. Ma fille me demandait parfois « Papa, qu'est-ce qui t'irrite à ce point ?» Même si je ne me rendais pas compte de mon irritation, je me mettais à réfléchir et devais alors admettre que j'étais vraiment fâché à propos de tel événement qui s'était produit dans la journée. À d'autres moments, l'un des enfants m'interpellait. « Pourquoi es-tu si joyeux, papa ?»
Comment sais-tu que je nage dans le bonheur » m'arrivait-il alors de demander pour savoir ce qui avait pu trahir mes sentiments. À cette question, ma fille Carré répondit un jour « Parce que tu sifflais un air gai. » Je ne m'étais même pas aperçu que je sifflais. Nos enfants ne sont-ils pas merveilleux? Ils sont tellement sensibles à nos états d'âme. C'est ce qui les rend si attentifs à nos manifestations d'amour à leur égard. C'est aussi pour cela qu'ils redoutent nos explosions de colère. Nous en reparlerons plus loin. Nous devons leur communiquer notre amour selon un mode qu'ils comprennent. L'adolescent qui se dérobe est un enfant persuadé que personne ne l'aime. Beaucoup de parents de tels jeunes protesteront et déclareront qu'ils les aiment. Et c'est sans doute vrai. Mais ils n'ont pas su communiquer efficacement leur amour. Ils leur ont fait à manger, ont pris soin de leur linge, les ont accompagnés en voiture, leur ont donné une instruction et offert des loisirs. Ce sont là des expressions valables de l'amour, si toutefois l'amour inconditionnel est à la première place. Ces manifestations de l'amour ne doivent jamais remplacer l'amour sans condition. Et les enfants font bien la différence. Ils savent s'ils reçoivent ou non ce après quoi ils soupirent le plus. Comment communiquer votre amour? C'est triste à dire, mais peu d'enfants se sentent aimés et entourés de façon inconditionnelle. Pourtant, il est certain que la plupart des parents aiment tendrement leurs enfants. Comment expliquer cette terrible contradiction? La principale raison est que peu de parents savent comment opérer le transfert de l'amour qu'ils ressentent dans leur cœur vers le cœur de leurs enfants. Certains estiment qu'à partir du moment où ils aiment leurs enfants, ceux-ci le savent automatiquement. D'autres pensent qu'il suffit de dire « je t'aime » à un petit pour que celui-ci ressente de l'amour. Ce n'est malheureusement pas vrai. La valeur de l'exemple. Certes, il est bon d'éprouver de l'amour et de le dire, mais cela ne suffit pas pour qu'un enfant se sente aimé inconditionnellement, tout simplement parce que celui-ci est plus sensible au comportement. Il réagit à des actes, à ce que vous faites avec lui. Pour les atteindre avec votre amour, vous devez donc vous mettre sur la même longueur d'onde qu'eux, c'est-à-dire les aimer de façon active. Cette approche n'offre que des avantages aux parents. Par exemple, si vous avez eu une journée particulièrement difficile et que vous rentriez chez vous abattu et découragé, vous ne vous sentirez pas spécialement animé de sentiments d'amour. Mais vous pouvez agir avec amour. Vous donnez ainsi de l'amour à vos enfants, même si vous ne le ressentez pas vous-même. Vous vous demandez peut-être si c'est honnête et si vos enfants vous voient tel que vous êtes. Dans un sens, ils le peuvent, car ils sont très sensibles à votre état d'âme. Ils savent quand vous n'éprouvez pas des sentiments d'amour. Et pourtant, ils apprécient l'amour que vous leur démontrez par votre attitude. Ne pensez-vous pas qu'ils seront d'autant plus reconnaissants si vous parvenez à les aimer, indépendamment de ce que vous ressentez intérieurement? Vos enfants sauront ce que vous éprouvez pour eux d'après votre attitude à leur égard. L'apôtre Jean a écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Jean 3.18. Si vous commenciez à énumérer les différentes façons d'aimer un enfant, je doute que vous rempliriez plus d'une page. Il n'y en a pas tellement, et c'est bien ainsi, car cela permet de rester simple. L'important est de maintenir plein le réservoir émotionnel de votre enfant. Souvenez-vous que les attitudes qui expriment votre amour peuvent se répartir en contact physique, en moments de qualité, en cadeaux et en paroles par lesquelles vous le valorisez. Adoptez le langage d'amour de votre enfant. Nous l'avons déjà souligné précédemment, il existe 5 langages permettant de communiquer l'amour. Et votre enfant maîtrise certainement l'un d'eux mieux que les autres. Si vous lui parlez dans la langue qui lui est la plus compréhensible, vous répondrez à son besoin émotionnel d'amour. Cela ne signifie pas qu'il vous suffise de connaître seulement le langage d'amour le plus familier de votre petit, car celui-ci a besoin de tous les autres modes d'expression de votre amour pour remplir son réservoir. Les parents ont donc intérêt à maîtriser les différents langages d'amour. Les 5 chapitres suivants diront comment faire. Votre enfant capte votre amour quel que soit le langage utilisé. Il n'empêche que la plupart des enfants possèdent un langage préféré, un mode qui leur parle plus fort que les autres. Si vous tenez à répondre efficacement aux besoins émotionnels de votre petit,
il est important que vous sachiez quel est son langage d'amour le plus familier. Au chapitre 2, nous vous aiderons à le découvrir. Une mise en garde s'impose toutefois. Si votre enfant a moins de 5 ans, ne comptez pas y parvenir. C'est impossible. L'enfant peut vous donner quelques indices, mais il est rare que son langage d'amour soit clairement défini. Contentez-vous de communiquer votre amour dans les 5 langages. Le toucher affectueux, les paroles d'encouragement, les moments privilégiés passés avec lui, les cadeaux et les services que vous lui rendez, tout cela contribue à remplir son réservoir émotionnel. Si son besoin est comblé et si votre petit se sent vraiment aimé, il lui sera plus facile d'apprendre et de bien réagir dans d'autres domaines. Cet amour intervient dans tous ses autres besoins. Lorsque votre enfant aura grandi, continuez à lui parler les 5 langages d'amour, car il a besoin de ces différentes expressions pour se développer, même s'il est plus sensible à l'une qu'à l'autre. Voici un deuxième avertissement. Lorsque vous aurez découvert le langage d'amour préféré de votre enfant, et que celui-ci recevra donc l'amour dont il a besoin, ne pensez pas que tout ira automatiquement pour le mieux. Vous rencontrerez des échecs et des incompréhensions. Mais, comme une fleur, votre enfant tirera profit de vos efforts. Arrosé par votre amour, il s'épanouira et embellira son environnement. Privé de votre amour, il se fanera. Parce que vous désirez voir vos enfants atteindre la pleine maturité, vous voudrez leur communiquer votre amour dans tous les modes et leur apprendre ensuite à en faire un bon usage. Car ils ne seront pas les seuls bénéficiaires de votre amour. Celui-ci se déversera sur les gens avec lesquels ils vivent et travaillent. Une caractéristique de l'adulte mature est sa faculté d'être valorisé et de valoriser par les différents langages de l'amour. Le contact physique, les moments de bonheur qu'on accorde, les paroles stimulantes, les cadeaux et les services rendus. Peu d'adultes en sont capables. La plupart donnent ou reçoivent l'amour sur 1 ou 2 registres seulement. Si vous n'avez pas été habitué à communiquer votre amour selon les différents modes d'expression, vous constaterez en apprenant à le faire maintenant que vous évoluez et que vous progressez dans la qualité de vos relations personnelles. Avec le temps, vous aurez une famille plurilingue. Chapitre 2. Le contact physique. Océane est au CM2. Sa famille vient de déménager dans une autre localité. C'était dur après le déménagement de me faire de nouvelles amies. Dans mon ancienne école, je connaissais presque tout le monde, et tout le monde me connaissait. Quand nous lui avons demandé si elle avait le sentiment que ses parents ne l'aimaient pas, pour l'avoir arraché à la fois à son ancienne école et à son quartier, Océane répondit « Pas du tout. Je n'ai jamais pensé qu'ils avaient agi ainsi pour me faire du mal. Je sais qu'ils m'aiment, car ils ne cessent de me serrer dans leurs bras et de me couvrir de baisers. Bien sûr, j'aurais préféré ne pas déménager, mais je sais que pour papa, le travail est important. » Océane est sensible au langage du contact physique. Les étreintes de son père et de sa mère lui disent qu'ils l'aiment. Les baisers et les caresses sont les moyens d'expression de l'amour les plus courants dans ce langage. Mais il en existe d'autres. Par exemple, le fait pour un père de lancer son fils d'1 an en l'air et de le rattraper. Ou de saisir sa fille de 7 ans par une main et un pied et de tourner sur lui-même pour la maintenir en l'air comme un avion. Ou pour une maman de lire une histoire à son bambin de 3 ans assis sur ses genoux. Ces activités qui impliquent un contact entre parents et enfants ne sont pas aussi fréquentes que vous pourriez le croire. Des enquêtes ont révélé que de nombreux parents ne touchent leur enfant que lorsque c'est absolument nécessaire, pour les aider à s'habiller ou à se laver, les installer dans la voiture ou les porter au lit. Il semble que beaucoup de parents ne mesurent pas combien il est important qu'ils touchent leurs petits et combien il est facile par ce moyen de remplir leur réservoir émotionnel d'amour vrai. Le toucher est le plus simple des langages d'amour inconditionnel. Les parents n'ont pas besoin d'occasion ou de raison particulière pour toucher leurs enfants. Ils peuvent saisir toutes sortes d'opportunités pour transférer leur amour au cœur de l'enfant par un simple contact. Celui-ci ne se limite pas seulement à l'étreinte ou à un baiser. Il peut englober d'autres formes de toucher. Même occupés à autre chose, les parents peuvent poser affectueusement la main sur le bras ou l'épaule de leur petit, ou lui donner une légère tape amicale dans le dos.
Si certains parents sont très démonstratifs à cet égard, d'autres en revanche évitent tout contact physique avec leurs enfants. C'est souvent dû au fait qu'ils ne se rendent pas compte de leur comportement ou ne savent comment le modifier. Beaucoup sont prêts à apprendre comment démontrer leur amour par le moyen du contact physique. Arnaud se faisait du souci à propos de l'attitude de Lucie, sa fille de 4 ans, qui le fuyait et semblait éviter de se trouver avec lui. Il avait pourtant un grand cœur, mais il était réservé et gardait généralement ses sentiments pour lui. Il s'était toujours senti mal à l'aise dans l'expression de son affection par le toucher. Comme il désirait ardemment se rapprocher de Lucie, il était prêt à opérer certains changements dans son attitude. Il commença par lui communiquer son amour en effleurant son bras, ses épaules ou son dos. Il s'enhardit peu à peu dans la pratique de son langage d'amour et arriva au bout d'un certain temps à embrasser sa fille chérie et à la serrer dans ses bras sans éprouver la moindre gêne. Ce changement ne fut pas aisé pour Arnaud, mais en devenant plus démonstratif, il vit que Lucie avait un grand besoin d'affection paternelle. Si elle en était privée, elle se tournait vers son père avec colère. Arnaud comprit comment un manque d'amour de sa part pourrait fausser les relations de sa fille avec les garçons plus tard. Le besoin de contact physique chez le jeune enfant. Arnaud a découvert l'importance de ce langage d'amour. Ces dernières années, de nombreuses études ont débouché sur les mêmes conclusions. Les bébés qui sont tenus dans les bras, serrés contre soi et embrassés, auront une vie émotionnelle plus saine et plus équilibrée que ceux qui sont trop longtemps privés de contact physique. Ce toucher est l'une des voix les plus fortes de l'amour. Il crie « Je t'aime ». Son importance n'est pas une découverte récente. Au 1er siècle, en Palestine, des Juifs apportèrent leurs enfants à Jésus pour qu'il les touche. L'évangéliste Marc rapporte que les disciples firent des reproches aux parents, estimant que leur maître était occupé par des choses trop importantes pour pouvoir s'intéresser à des petits-enfants. Mais Jésus s'indigna contre ses disciples et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, 14, 16. Nous vous aiderons à cerner le langage d'amour fondamental de votre enfant au chapitre 7. Il se peut que ce ne soit pas le contact physique, mais peu importe. Tous les petits ont besoin d'être touchés. Et dans de nombreuses cultures, les parents avisés savent qu'il est important pour leurs enfants qu'ils les touchent. Ils savent aussi combien il est nécessaire que leurs petits bénéficient du toucher affectueux d'autres adultes qu'ils côtoient particulièrement, comme les grands-parents, les enseignants ou les responsables religieux. Certes, ceux pour qui le toucher est le principal langage d'amour ont besoin d'être davantage en contact physique avec les adultes. Mais tous les enfants ont besoin d'être embrassés et caressés pour sentir la vérité des paroles « Je t'aime ». Beaucoup d'adultes ont cessé de prodiguer à l'enfant des marques d'amour par le toucher, par crainte des abus sexuels auxquels il pourrait succomber ou dont il pourrait être accusé. C'est dommage. Cette crainte vous a peut-être empêché d'utiliser l'une des expressions les plus naturelles de l'amour. Il est vrai que certains adultes tombent dans des travers sexuels et doivent être dénoncés et sévèrement punis. Mais ce n'est pas parce qu'un adulte embrasse un enfant qu'il devrait être qualifié de pédophile. Nous devons user de précautions, mais ne permettons pas à la peur d'être accusés de ce vice de nous faire renoncer à démontrer valablement notre affection. Vous devez vous sentir libre d'embrasser vos enfants et vos adolescents, ainsi que les enfants qui se trouvent dans votre sphère d'influence, et de les serrer dans vos bras. Le contact physique au fil des ans. Nourrissons et très jeunes enfants. Pendant leurs premières années, nos petits ont besoin de beaucoup de contact physique. Heureusement, la mère prend d'instinct son bébé dans les bras et le cajole. Dans la plupart des sociétés, le père assume aussi son rôle en donnant de l'affection par le moyen du toucher. Toutefois, dans notre société occidentale, les parents ne touchent plus leurs enfants autant que leurs propres parents le faisaient. Ils travaillent toute la journée et rentrent épuisés à la maison. Si une maman travaille, elle devrait s'assurer que la nourrice prend son petit dans les bras. L'enfant sera-t-il caressé affectueusement dans la journée ou abandonné à lui-même dans son berceau sans recevoir ni attention ni amour?
Le bébé a besoin de sentir le contact physique lorsqu'il est changé, nourri ou porté. Tout petit déjà, il sait faire la différence entre un toucher affectueux et un contact rude et irrité. Les parents doivent veiller à ce que durant leur absence, leur jeune enfant soit entouré de soins affectueux. En grandissant, il devient plus actif, mais son besoin de contact physique ne diminue pas. Dans l'intérêt de son développement émotionnel harmonieux, il a besoin d'être serré dans les bras, d'être embrassé, de se rouler par terre avec son père, de monter à califourchon sur son dos et de pratiquer d'autres jeux du même genre. Il est toujours sensible aux caresses données intentionnellement. Aussi, les parents doivent-ils veiller à lui fournir leur amour sous cette forme. Si vous n'êtes pas particulièrement porté aux embrassades, vous aurez évidemment l'impression d'aller à l'encontre de votre tendance naturelle. Mais vous pouvez faire des progrès. À partir du moment où nous saisissons l'importance du contact physique pour nos enfants, nous sommes motivés pour changer. Garçons et filles ont les mêmes besoins de caresses, mais les garçons en reçoivent généralement moins. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette différence de traitement. Mais selon la plus courante, les parents craignent qu'en témoignant leur affection sous cette forme à leur garçon, celui-ci ne devienne efféminé. C'est évidemment faux. En réalité, plus les parents se préoccupent de maintenir plein le réservoir émotionnel de leur enfant, plus celui-ci, qu'il soit garçon ou fille, aura une saine notion de sa valeur personnelle et de son identité sexuelle. Enfant d'âge scolaire. Au moment où votre enfant entre à l'école, il a encore un immense besoin de toucher affectueux. Un baiser donné lorsqu'il quitte la maison le matin lui procurera pour toute la journée un sentiment de grande sécurité. Un baiser lorsqu'il revient de l'école et il passera une soirée détendue, qu'il trouvera à s'occuper mentalement et physiquement de façon positive, au lieu de chercher à tout prix à attirer votre attention. À l'école, les enfants font chaque jour de nouvelles expériences et ils éprouvent des émotions aussi bien positives que négatives envers les enseignants et leurs camarades de classe. Le foyer doit donc être un havre, un lieu où l'amour est assuré. Répétons-le, le contact physique est l'un des langages d'amour les plus forts. Si ce langage est pratiqué de façon naturelle et agréable, l'enfant acquerra de l'assurance et communiquera mieux avec les autres gens. J'ai plusieurs garçons. Plus ils grandissent, moins ils ont besoin d'affection, et en particulier de contact physique, objecteront certains. Ce n'est pas vrai. Tous les enfants ont besoin du contact physique durant l'enfance et l'adolescence. De nombreux garçons de 7 à 9 ans passent par une phase de résistance aux caresses, et pourtant, ils ont besoin du toucher. Ils rechercheront un contact plus viril comme la lutte, la bousculade, les coups amicaux, les poignées de main vigoureuses. Les filles aussi apprécient ce contact physique plus prononcé, mais elles ne rejettent pas pour autant les gestes plus tendres, car contrairement aux garçons, elles ne passent pas par cette phase de résistance au toucher affectueux. À cet âge, le garçon trouvera son compte de contact physique par la pratique de sports comme le rugby ou la lutte. En jouant ainsi avec votre enfant, vous lui offrez à la fois le toucher et les moments de bonheur. Mais ne limitez pas le contact corporel avec votre enfant à ses heures de sport. Passez vos doigts dans ses cheveux, lui tapotez le dos ou le bras ou posez votre main sur son épaule en accompagnant ses gestes de quelques mots d'encouragement. Voilà des expressions d'amour pour un enfant qui grandit. De nombreux parents aiment particulièrement installer leur enfant sur leurs genoux lorsqu'ils lui lisent une histoire. Cela leur donne l'occasion d'un contact prolongé, et l'enfant en gardera longtemps le souvenir. Il y a d'autres moments où le contact physique est particulièrement important. Lorsque l'enfant est malade, qu'il a été blessé physiquement ou psychologiquement, qu'il est fatigué, qu'il traverse une période d'euphorie ou de découragement. Les parents doivent veiller à traiter leur garçon de la même manière que leur fille dans ces circonstances. Il est vrai que des garçons ont tendance à cet âge-là à considérer les caresses comme une marque d'affection trop féminine. S'ils résistent, les parents seront facilement enclins à se tenir à distance. De plus, certains trouvent que leurs garçons sont moins attachants à cette période. Si vous éprouvez ces sentiments, combattez-les. Passez outre à vos réticences et aux résistances de votre garçon et donnez-lui la mesure de contact physique dont il a besoin, même s'il affecte de la refuser. À l'approche de l'adolescence.
Pendant sa scolarité primaire, souvenez-vous que vous préparez l'enfant à la phase la plus délicate de sa croissance, l'adolescence. Lorsque l'enfant est petit, il est relativement aisé de remplir son réservoir émotionnel de faible contenance. Bien sûr, il se vide vite et doit donc souvent être rempli. Le réservoir grandit avec l'enfant et il sera donc plus difficile de le maintenir plein. En définitive, le garçon deviendra plus grand que son père, plus fort et plus intelligent. Demandez-le lui, vous verrez. De même, la fille se transformera en une charmante adulte, plus ravissante et plus séduisante que sa maman. Continuez à remplir leur réservoir d'amour, même s'ils ne vous lancent aucun signal de besoin. Si à l'approche de l'adolescence, les garçons peuvent se montrer récalcitrants devant les caresses, estimant qu'elles doivent être réservées aux filles, celles-ci peuvent trouver leur père de plus en plus réservé à leur égard quant au contact physique. Si vous voulez bien préparer votre préadolescente à sa vie future, ne la privez pas de cette marque d'affection. Voici pourquoi. Au seuil de l'adolescence, les filles ont particulièrement besoin de ressentir l'amour de leur père. Contrairement à ce qui se passe pour les garçons, chez les filles, le besoin d'être assuré de l'amour inconditionnel de leurs parents augmente et passe par un point culminant vers 11 ans. Or, c'est généralement à ce moment que les pères se désengagent vis-à-vis de leurs filles et laissent aux mamans le soin d'exprimer l'amour par le toucher. Si vous pouviez observer un groupe de filles d'une classe de 6e, vous reconnaîtriez rapidement celles qui sont préparées à affronter l'adolescence et celles qui sont encore en plein désarroi. Lorsqu'une fille entre dans cet âge particulier, elle sait instinctivement qu'elle doit être bien dans sa tête et bien dans son corps. Elle sait inconsciemment aussi qu'elle doit s'être établie une claire identité sexuelle pour affronter les années à venir. Il est très important qu'elle se sente valorisée dans sa féminité. En considérant les filles, vous verrez que certaines ont du mal à nouer des relations avec le sexe opposé. Elles se montrent d'une timidité excessive et fuient les garçons. Ou au contraire, sont coquettes et même provocantes. Si les garçons profitent des filles flirteuses, ils n'ont en général pas beaucoup d'estime pour elles et les raillent en privé. Ces filles sont à plaindre, non seulement à cause de leur mauvaise réputation, mais surtout parce qu'elles ont du mal à nouer des relations durables avec les autres filles. Celles-ci les méprisent à cause de leur attitude avec les garçons. À cet âge, il est beaucoup plus important pour une fille d'avoir des amitiés féminines solides et fiables que de courir les garçons. Vous pourrez également constater que d'autres filles ne sont pas du tout embarrassées avec les garçons. Elles sont simplement elles-mêmes, parce qu'elles ont une juste notion de leur valeur personnelle et de leur identité sexuelle. Elles se conduisent de façon normale et naturelle, qu'elles soient devant le garçon le plus déluré de la classe ou devant un gars timide et hésitant. Vous remarquerez que les garçons les tiennent en haute estime. Mais le plus important est qu'elles entretiennent des amitiés étroites, solides et gratifiantes avec d'autres filles. Les filles qui ont une juste appréciation de leurs valeurs et de leur identité sexuelle sont mieux à même de lutter contre les pressions néfastes de leur environnement. Elles sont davantage capables de défendre les valeurs élevées qui leur ont été inculquées et mieux équipées pour réfléchir par elles-mêmes. Qu'est-ce qui explique que certaines filles s'entendent bien entre elles et que d'autres ont beaucoup de mal à se faire des amis? Vous l'avez deviné, c'est l'état de leur réservoir émotionnel. La plupart de celles qui ont noué de solides amitiés ont des pères qui assument leurs responsabilités en veillant à ce que leur réservoir émotionnel soit plein. Cela ne signifie pas que si une fille n'a pas de père présent à la maison, tout soit perdu pour elle. Elle peut trouver un père de substitution dans un grand-père ou un oncle. De nombreuses jeunes filles qui n'ont pas connu le bonheur d'avoir un père sont cependant devenues des femmes équilibrées à tout point de vue. L'adolescent et le toucher. Lorsque votre enfant entre dans l'adolescence, il est important que vous lui démontriez votre amour de façon positive, mais pas n'importe quand ni n'importe où. Une mère ne devrait plus embrasser son fils devant ses camarades. En effet, celui-ci cherche à affirmer sa propre personnalité, et l'attitude de sa mère risque de le plonger dans l'embarras et de l'exposer à devenir la cible des quolibets de ses camarades. En revanche, à la fin de la journée, lorsqu'il rentrera à la maison exténué après un match de football, il appréciera le baiser de sa mère et l'interprétera comme l'expression de son amour.
Certains pères renoncent à embrasser leur fille adolescente, estimant que c'est inconvenant. Loin de là. Une adolescente continue d'avoir besoin des baisers de son père. S'il se dérobe, la jeune fille sera tentée de rechercher cette marque physique d'affection auprès d'un garçon, et pas toujours de la façon la plus saine. Mais répétons-le, le moment et le lieu choisis ont une grande importance. À moins que la fille n'ait embrassé son père en premier, il vaut mieux qu'il ne démontre pas son amour pour elle par des manifestations excessives, qu'il les réserve pour la maison. Les adolescents apprécient les baisers, les étreintes et d'autres formes d'amour par le contact physique lorsqu'ils traversent des périodes difficiles ou qu'ils butent sur des devoirs scolaires ardus. N'oubliez pas non plus que le contact physique du parent de même sexe est également important. Tout au long du développement de leurs enfants, il est indispensable que les papas embrassent leurs garçons et les mamans leurs filles. Un garçon a autant besoin du toucher de son père que de sa mère. Et une fille soupire autant après une expression de l'amour maternel que de l'amour paternel. Si vous cherchez comment prouver à vos adolescents votre amour par un toucher approprié, vous trouverez. Voici quelques exemples. Lorsqu'ils rentrent fourbus après l'entraînement de basket, vous pouvez leur proposer de masser leurs muscles endoloris. Ou, quand ils ont la nuque raide pour avoir étudié de longues heures, faites un léger massage cervical et proposez-leur une activité de détente avec vous. Vous savez également sans doute que beaucoup d'enfants aiment qu'on leur frictionne le dos, même quand ils sont grands et ont quitté la maison. Mais ne forcez pas un adolescent à accepter votre contact physique. S'il s'esquive au moment où vous voulez l'embrasser, ou s'il sursaute lorsque vous posez votre main sur son épaule, n'insistez pas. Pour une raison quelconque, votre enfant ne veut visiblement pas être touché à ce moment. Cela n'a peut-être rien à voir avec vous, ou cela concerne un autre aspect de votre relation avec lui. Les adolescents sont la proie d'émotions, de pensées et de désirs puissants, et ils n'ont pas nécessairement envie d'être touchés. Respectez leurs sentiments, qu'ils les expriment par des paroles ou par des attitudes. S'ils persistent dans leur refus, ayez un entretien avec eux pour en connaître la raison. N'oubliez pas que vous leur servez de modèle. Ils observent la manière dont vous pratiquez le contact physique. En notant comment eux le pratiquent, vous saurez s'ils suivent votre exemple. Quel bonheur de voir des enfants se servir du contact physique pour exprimer de l'amour à d'autres. Le langage d'amour fondamental de votre enfant. Le contact physique est-il le premier langage d'amour de votre enfant? Écoutez le chapitre 7 pour en être sûr. Voici cependant quelques indices. Pour le petit qui comprend avant tout ce langage, le contact physique communiquera mieux que les mots « je t'aime » le sentiment qu'il est vraiment aimé. Mieux aussi que le service que vous lui rendrez en réparant son vélo. Mieux que le cadeau que vous lui offrirez et que les merveilleux instants que vous lui consacrerez. Certes, ces différents langages lui feront reconnaître votre amour, mais le plus évident pour lui restera celui du contact physique. Sans vos étreintes, vos baisers, vos tapes amicales et autres expressions physiques de votre amour, son réservoir émotionnel sera plus difficilement rempli. Le toucher fera comprendre plus fortement et plus clairement votre amour à ce genre d'enfant. Un tendre baiser dit toujours l'amour de ses parents à n'importe quel enfant. Mais il crie l'amour à celui qui est particulièrement sensible au toucher. Cet enfant sera aussi beaucoup plus affecté si vous utilisez le contact physique pour exprimer votre colère ou votre mécontentement. Une claque est toujours préjudiciable à tout enfant, mais elle est dévastatrice pour celui dont le toucher correspond au premier langage d'amour. Marilyn ne savait rien des 5 langages d'amour jusqu'à ce que son fils, Romain, atteigne ses 12 ans. À la fin d'un séminaire sur les langages d'amour, elle confia à un ami. « Maintenant, je comprends Romain. Pendant des années, il m'a agacé en me provoquant. Quand je lavais la vaisselle, il se plaçait derrière moi et mettait ses mains devant mes yeux. Quand je passais devant lui, il saisissait mon bras et me pinçait. Si je traversais sa chambre et qu'il était par terre, il s'accrochait à mes jambes. Ou parfois, il se pendait à mon bras. Il avait l'habitude de passer ses mains dans mes cheveux lorsque j'étais assise dans le fauteuil. Mais il ne le fait plus depuis que je lui ai interdit. Il agit de même avec son père, et les deux finissent par se rouler par terre. Je comprends maintenant que le premier langage d'amour de Romain est celui du contact physique. Toutes ces années, il me touchait parce qu'il cherchait un contact corporel avec moi. Je dois reconnaître que je ne suis pas très portée à manifester mon affection de cette manière.
Mes parents n'étaient pas des gens à embrasser sans cesse. Je m'aperçois que mon mari a su répondre aux besoins de Romain en chahutant par terre avec lui, alors que pour ma part, je m'esquivais quand il cherchait à obtenir de l'amour en me touchant. Comment ai-je ainsi pu le priver tout ce temps? Tout me paraît si simple maintenant. Ce soir-là, Marilyn parla à son mari de ce qu'elle avait appris au séminaire. Jérôme fut quelque peu surpris par ce qu'il entendit. Je n'avais jamais pensé que le fait de jouer à lutter avec Romain et de me rouler par terre avec lui pouvait être une marque d'amour. Mais tout compte fait, c'est vrai, dit-il à sa femme. J'ai agi ainsi avec notre fils parce que c'était naturel pour moi. En fait, c'est parce que le toucher correspond aussi à mon premier langage d'amour. En entendant son mari s'exprimer ainsi, Marilyn comprit autre chose. Il n'était pas étonnant que Jérôme ait toujours voulu l'embrasser et la serrer dans ses bras. Même lorsqu'il n'exprimait pas son désir de relation sexuelle, il était la personne la plus portée au contact physique qu'elle ait jamais rencontré. Marilyn se sentit de prime abord écrasée par sa découverte. Mais elle se décida à apprendre le langage d'amour par le contact physique. Elle commencerait simplement par répondre au toucher de son mari et de son fils. La fois suivante, où Romain vint derrière sa mère alors qu'elle faisait la vaisselle et plaça ses mains devant ses yeux, elle laissa sa casserole, se retourna et donna un gros baiser à son fils. Celui-ci n'en revint pas, mais il rit de bonheur. Et lorsque Jérôme vint enlacer sa femme et l'embrasser, elle réagit comme au temps de leur fiançailles. Son mari sourit et lui dit « Je t'encourage à participer à d'autres séminaires sur les langages de l'amour. C'est vraiment très efficace. » Marilyn persévéra dans ses efforts pour apprendre ce nouveau langage d'amour. Avec le temps, elle fut moins réfractaire à cette marque d'affection. Mais bien avant qu'elle ne soit familiarisée avec ce langage, Romain et Jérôme récoltèrent les fruits de ses efforts dans ce domaine et réagirent positivement en exprimant de leur côté leur amour par des services rendus. Romain se mit à éplucher les légumes et Jérôme à passer l'aspirateur. Marilyn eut l'impression de se trouver au ciel. Témoignage d'enfants. Pour de nombreux enfants, le contact physique est un langage d'amour qui parle plus haut que les paroles, les moments de réel partage, les cadeaux, les services rendus. Sans lui, leur besoin émotionnel ne sera jamais comblé. Notez ce que certains enfants ont déclaré à propos de l'impact du toucher. Alexia, 7 ans. Je sais que maman m'aime parce qu'elle m'embrasse. Jérémy, en cycle de licence à l'université, nous dit comment il a su que ses parents l'aimaient. Ils me l'ont toujours prouvé. Aussi loin que mes souvenirs remontent, chaque fois que je quittais la maison, ma mère m'enlaçait et m'embrassait. Et mon père m'embrassait s'il était là. Et chaque fois que je rentrais, c'était la même chose. Il en est toujours ainsi. Certains de mes amis ne comprennent pas mes parents, parce qu'ils n'ont pas grandi dans des familles qui pratiquaient l'amour par le toucher. Pour ma part, j'aime ce langage. J'ai toujours besoin des baisers de mes parents. Je les attends car ils me procurent un sentiment de grand bien-être. Mathis, 11 ans. Sur une échelle graduée de 0 à 10, où situerais-tu l'amour que tes parents te portent? Lui demanda-t-on un jour. Sans hésitation, le garçon répondit « à 10 ». Prié de donner les raisons de cette note, l'enfant expliqua. D'abord parce qu'ils me le disent, mais surtout à la manière dont ils me traitent. Chaque fois que papa me croise, il me donne une petite tape amicale, et nous jouons souvent à nous rouler par terre. Quant à maman, elle m'enlace souvent et me couvre de baisers, bien qu'elle ait cessé de le faire devant mes camarades. Emma, 12 ans, vit chez sa mère la plupart du temps et se rend chez son père un week-end sur 2. Elle dit se sentir particulièrement aimée de son père. Quand nous lui avons demandé pourquoi, elle nous a répondu « Parce que chaque fois que je vais chez lui, il me serre dans ses bras, m'embrasse et me dit combien il est heureux de me revoir. Quand je repars, il m'embrasse longuement et m'affirme que je vais lui manquer. Je sais que maman m'aime aussi. Elle se met en 4 pour moi, mais je souhaiterais qu'elle m'embrasse davantage et manifeste autant d'enthousiasme que papa lorsque je suis avec elle. » Si le toucher correspond au langage d'amour le plus explicite pour votre enfant et que vous ne soyez pas porté à le pratiquer naturellement, mais néanmoins désireux de l'apprendre, il peut s'avérer utile que vous commenciez par vous toucher vous-même. Nous le disons très sérieusement. Posez une main sur votre bras, d'abord au niveau du poignet,
puis en remontant lentement vers l'épaule. Faites de même avec l'autre main. Passez les 2 mains dans vos cheveux. Massez-vous le cuir chevelu depuis le front jusqu'à la nuque. Asseyez-vous bien droit, les pieds posés à plat sur le sol. Tapotez vos jambes, en rythme si vous le désirez. Placez une main à la taille, penchez-vous en avant et touchez votre pied avec l'autre main. Massez votre cheville. Redressez-vous et dites « J'ai réussi. Je me suis touché moi-même. J'arriverai à toucher mon enfant. » Pour ceux qui n'ont jamais été touchés et qui éprouvent des réticences à toucher les autres, cet exercice peut constituer le premier pas pour surmonter les obstacles sur la voie du contact physique. Si vous faites partie de ces gens, répétez cet exercice 1 fois par jour, jusqu'à ce que vous en arriviez à oser toucher votre enfant ou votre conjoint. Fixez-vous comme objectif initial d'avoir un contact avec votre enfant 1 fois par jour. Plus tard, vous pourrez essayer plusieurs fois dans la journée. Tout le monde peut apprendre le langage du contact physique. S'il correspond au langage préféré de votre enfant, il vaut la peine que vous fassiez tous vos efforts pour l'assimiler. Chapitre 3. Les paroles valorisantes. Mon père m'aime-t-il? Bien sûr, car lorsque je joue dans l'équipe, il crie sans cesse des encouragements et après le match, il ne manque jamais de me dire « Tu as bien joué ». Il me répète souvent que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de faire de son mieux. Philippe, 14 ans, poursuivit. Il m'arrive de commettre des fautes, mais il me dit de ne pas me laisser abattre. Il est sûr que j'améliorerai mon jeu si je m'applique. Les paroles sont un puissant moyen pour communiquer l'amour. Des mots tendres, des paroles élogieuses et encourageantes, des propos stimulants, disent en somme « je m'intéresse à toi ». Ils font l'effet d'une pluie douce et tiède sur un jardin. Ils abreuvent et développent l'assurance de l'enfant et son sentiment de sa valeur personnelle. Bien que rapidement prononcés, ils ne sont pas oubliés de sitôt. L'enfant récolte leurs fruits durant toute sa vie. À l'inverse, des critiques acerbes, formulées sur un coup de tête, peuvent blesser durablement l'estime de soi de l'enfant et le faire douter de ses aptitudes. Les enfants pensent sincèrement que nous croyons ce que nous disons. Un proverbe hébreu dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21. Les paroles valorisantes sont le 2e langage d'amour. Certains enfants sont tout particulièrement sensibles à l'amour lorsqu'il leur est exprimé verbalement. Ces paroles ne se limitent pas à « je t'aime » comme nous le verrons. Paroles d'affection et mots tendres. Longtemps avant de comprendre le sens des mots, les enfants captent des messages émotionnels. Le timbre de la voix, la douceur de l'expression, un contexte d'attention, tout communique à l'enfant chaleur et amour. Tous les parents parlent à leur nouveau-né. Ceux-ci ne saisissent que l'expression du visage, la douceur des sons et la proximité physique. Comme les jeunes enfants ne maîtrisent que progressivement l'usage des mots et des concepts, ils ne comprennent pas toujours d'emblée ce que nous exprimons au moyen des mots, même lorsque nous disons « je t'aime ». L'amour est une notion abstraite. Ils ne voient pas l'amour comme ils voient un jouet ou un livre. Comme l'enfant est enclin à penser de façon concrète, nous devons l'aider à comprendre ce que nous entendons par là en lui exprimant notre amour. Les paroles « je t'aime » prennent pour lui une toute autre portée s'il peut les associer à vos sentiments d'affection, ce qui pour lui est synonyme de proximité physique. Par exemple, si vous lisez une histoire au coucher de l'enfant en lui tenant la main, saisissez le moment du récit où ses sentiments sont stimulés pour lui dire tendrement « Je t'aime, mon chéri ». Dès que votre enfant commence à comprendre ce que signifient vos paroles « je t'aime », vous pouvez les employer en d'autres circonstances et les associer à des événements réguliers, par exemple lorsque l'enfant va jouer ou se rend à l'école. Alice, une maman de 2 enfants, raconte « Je me souviens que ma mère parlait régulièrement de ma belle chevelure rousse. Ces remarques positives, lorsqu'elle me coiffait avant d'aller à l'école, ont très tôt fait partie de l'image que j'avais de moi.
Des années plus tard, lorsque je me suis aperçu que les rousses étaient en minorité, je n'en ai pas du tout souffert. Je suis persuadé que les remarques affectueuses de ma mère y furent pour quelque chose. Paroles élogieuses. L'éloge et l'affection sont souvent associés dans les messages que nous délivrons à nos enfants. Il est pourtant nécessaire de bien les distinguer. Nous portons affection et amour à l'enfant en signe d'appréciation de ce qu'il est en tant qu'enfant, c'est-à-dire pour les attributs et les dons inhérents à sa personne. Par contre, nous exprimons éloge et admiration en signe d'appréciation de ce que l'enfant accomplit, c'est-à-dire pour ses œuvres ou son comportement. La louange, au sens où nous l'employons ici, s'applique à ce sur quoi l'enfant exerce un certain contrôle. Si vous voulez que vos paroles élogieuses aient un réel impact sur votre enfant, vous devez faire attention à ce que vous dites. Si vous le félicitez trop souvent, votre admiration sera banalisée. Vous dites par exemple « Tu es une gentille fille ». Ce sont là des mots merveilleux, mais il faut veiller à les prononcer avec sagesse. Il vaut mieux les adresser à l'enfant lorsqu'il a accompli une œuvre dont il est fier et pour laquelle il attend un compliment. Il ne faut donc pas vous écrier « c'est formidable » lorsque votre enfant n'a fait qu'une chose banale. Il sent intuitivement si votre admiration repose sur des raisons justifiées ou sur le seul désir de lui faire plaisir, auquel cas il l'estimera hypocrite. La louange fréquente et injustifiée est dangereuse pour une autre raison. Certains enfants s'y sont tellement habitués qu'ils la jugent normale et s'attendent à la recevoir. Si elle ne leur est pas adressée dans certaines situations, ils estimeront avoir failli et s'inquiéteront. Par ailleurs, ils s'aperçoivent que d'autres enfants ne sont pas aussi loués qu'eux. Ils se demanderont pourquoi eux-mêmes éprouvent un tel besoin d'être admirés. Nous avons certes envie de féliciter nos enfants, mais assurons-nous que notre louange est à la fois sincère et justifiée. Autrement, l'enfant finira par la considérer comme de la basse flatterie et l'assimilera à un mensonge. Parole d'encouragement. Encourager, c'est instiller du courage. Nous donnons à l'enfant le courage de tenter plus d'expériences. Pour le petit enfant, tout est nouveau. Apprendre à marcher, à parler, à faire du vélo, tout cela exige de sa part un courage constant. Par nos paroles, nous encourageons ou décourageons ses efforts. Les orthophonistes disent que les enfants apprennent à parler en mimant les adultes. L'apprentissage est facilité non seulement lorsque l'adulte articule bien les mots, mais aussi lorsqu'il encourage l'enfant qui lutte pour les prononcer correctement. Des exclamations comme « tu y es presque »,« c'est bien »,« ça y est, tu as réussi » encouragent l'enfant à persévérer dans la prononciation des premiers mots et dans l'acquisition du vocabulaire futur. Le même principe s'applique à l'enfant qui apprend les règles de la vie en société. J'ai remarqué que tu as partagé la pâte à modeler avec Marie. Cela me fait plaisir. La vie est plus facile quand on partage. Des remarques de ce genre encouragent l'enfant à lutter contre la tendance naturelle à amasser pour soi. Imaginez un parent disant à son fils, élève de 6e, « Yanis, cela m'a fait plaisir ce soir de voir que tu écoutais attentivement Enzo te raconter ses progrès à la piscine. J'étais fier que tu l'aies écouté si attentivement, alors que d'autres enfants ne cessaient de t'interpeller en passant près de toi. Tu sais, la plus belle marque d'estime et de respect que tu puisses donner aux autres est de les écouter sincèrement. » Ce parent communique à son fils l'envie de développer l'art de l'écoute, l'un des plus importants dans les relations humaines. Ne sous-estimez jamais l'impact des paroles d'encouragement sur un enfant. Peut-être trouvez-vous difficile d'encourager verbalement. Sachez que pour encourager autrui, on doit d'abord se sentir bien soi-même. L'enthousiasme et le zèle nécessitent de l'énergie. En tant que parents, nous avons donc besoin de garder la forme physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Si nous nous sentons encouragés nous-mêmes, nous saurons mieux encourager nos enfants. Dans un foyer à 2 parents, il est souhaitable qu'ils s'encouragent mutuellement. Si vous êtes seul à élever votre enfant, ayez des amis ou des parents qui vous insufflent le courage et l'énergie nécessaires à votre tâche. La colère est le plus grand ennemi de l'encouragement de nos enfants. Plus le parent est irrité, plus il se déchargera de son irritation sur son enfant.
Si ce phénomène se répète souvent, l'enfant deviendra réfractaire à l'autorité, notamment à celle de ses parents. Le sachant, les parents avisés s'efforceront de maîtriser leur colère, de la maintenir au niveau le plus bas possible et de la gérer en être mature et responsable. L'auteur des Proverbes donne un sage conseil. Une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15:1. Le ton sur lequel un parent s'adresse à son enfant joue un grand rôle sur sa réaction. Parler gentiment demande de la pratique, mais nous pouvons tous nous y exercer. Même lorsque la relation avec nos enfants est quelque peu tendue, nous pouvons nous exprimer d'une voix agréable et terminer nos phrases sur une note montante en posant éventuellement une question, plutôt que d'adopter un ton péremptoire. Voici 2 façons de demander un service à l'enfant. Sors la poubelle. Et voudrais-tu sortir la poubelle, s'il te plaît? Laquelle sera plus encourageante pour l'enfant ou l'adolescent? L'adulte sera récompensé au centuple de s'être montré aimable et d'avoir maîtrisé ses propos. Les enfants qui sont encouragés dans un domaine quelconque sont moins enclins à rejeter les idées de leurs parents. Il y a quelques années, la sélection du Reader Digest publia le récit d'un remarquable professeur de mathématiques. Un vendredi après-midi, elle demanda à chacun de ses élèves d'écrire le nom de tous les autres élèves de la classe en laissant un espace entre eux. Puis, elle les invita à réfléchir et à porter dans l'espace libre ce qu'ils avaient de mieux à dire sur chacun. À la fin du cours, elle ramassa les feuilles. Elle passa son week-end à recopier sur une fiche par élève ce que tous ses camarades avaient dit de lui. Le lundi, elle les distribua. À peine en avaient-ils commencé la lecture qu'ils murmurèrent entre eux. « Je ne m'étais jamais imaginé avoir tant de valeur pour quelqu'un. » Ou « J'ignorais que les autres m'aimaient tant. » Les appréciations ne furent jamais discutées en classe, mais le professeur sut que l'exercice avait été un succès parce qu'il avait permis à chacun d'avoir une opinion positive de lui-même. Quelques années plus tard, l'un des étudiants fut tué au Vietnam. Sa dépouille fut ramenée dans sa ville. La plupart de ses anciens camarades de classe assistèrent au service funèbre, ainsi que le professeur. À l'issue de la collation qui suivit l'enterrement, le père de la jeune victime s'approcha de l'enseignante et lui dit « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Il sortit un portefeuille de sa poche. « Voici ce qu'ils ont trouvé sur mon fils lorsqu'il a été fauché par une balle. Nous avons pensé que vous le reconnaîtriez. » Du portefeuille, le père sortit une double feuille qui avait été pliée et repliée plusieurs fois. C'était la liste de tous les témoignages positifs de ses camarades de classe. « Merci infiniment d'avoir fait cela, » dit la mère du jeune soldat à l'enseignante. Comme vous pouvez le constater, il y tenait beaucoup. L'un après l'autre, tous les anciens élèves de ce professeur révélèrent qu'ils avaient conservé leurs feuilles et qu'ils l'avaient souvent relue. L'un d'entre eux l'avait même placé dans son album de mariage. Un homme ajouta « Je crois que pour nous, elle est très précieuse. » Directive. Les paroles d'encouragement atteignent mieux leur objectif si elles concernent un effort précis que votre enfant a fourni. Vous devez donc relever la chose si votre enfant accomplit quelque chose de valable et l'en féliciter. Cela demande évidemment plus d'attention que de le surprendre dans une mauvaise action et de le réprimander. Mais le jeu en vaut la chandelle, car vous orientez positivement votre enfant dans son développement moral. Les enfants ont besoin d'être guidés. Ils apprennent à parler en écoutant la langue des autres. Ils apprennent à se conduire en observant le comportement de leur entourage. Dans la plupart des sociétés, les parents assument la principale responsabilité dans le développement social de leur progéniture. Cela ne se limite pas au « tu dois » et « tu ne dois pas », mais cela intègre l'acquisition des principes moraux qui guideront leur vie. Tous les enfants suivent quelqu'un. Si vous, les parents, n'êtes pas leur premier guide, ce rôle sera assuré par d'autres individus ou d'autres influences, notamment l'école, la télévision, divers adultes, des copains qui eux-mêmes reçoivent leurs directives de tierces personnes. Interrogez-vous. Mes enfants reçoivent-ils des directives positives et empreintes d'amour? Ce genre de directive a toujours pour but le bien suprême de l'enfant. Leur rôle n'est pas de procurer une bonne renommée aux parents et autres pédagogues, mais d'inculquer à l'enfant les vertus qui lui serviront toute sa vie.
Les paroles valorisantes données sous forme de sages directives sont un puissant vecteur d'amour pour l'enfant. Il arrive très fréquemment que les parents délivrent un bon message, mais sous une mauvaise forme. Ils conseillent à leurs enfants de ne pas toucher à la drogue, mais leur attitude parfois dure et cruelle envers eux les pousse à souhaiter faire l'expérience de la toxicomanie. Les conseils doivent être donnés de la bonne manière. Un message positif délivré sous une forme négative entraînera systématiquement des conséquences néfastes. Comme l'a dit un enfant, « Mes parents hurlent et crient après moi en me disant de ne pas hurler ni crier. Ils exigent de moi ce qu'ils n'ont pas appris eux-mêmes. Ce n'est pas juste. » Trop souvent, les parents envisagent leur rôle de guide sous l'angle de l'interdiction. Ne bois pas, et si tu as bu, ne prends pas le volant. Ne tombe pas enceinte. Ne touche pas à la drogue. Ne dépasse pas la limite de vitesse. Ce sont certes des avertissements salutaires, mais ils comportent trop peu de valeurs positives pour proposer à l'adolescent une vie passionnante. L'interdiction fait évidemment partie des directives parentales, mais elle ne devrait pas en être l'essentiel. Dans le récit biblique du Jardin d'Éden, Dieu donna à Adam et Ève une seule interdiction. En revanche, il leur prodigua de nombreux conseils positifs. Il leur présenta un alléchant programme d'activités destiné à bien remplir leur vie. Beaucoup plus tard, lorsque les enfants d'Israël arrivèrent au mont Sinaï, ils reçurent le décalogue qui comptait 5 commandements positifs et 5 négatifs. Dans le sermon sur la montagne, Jésus donne essentiellement des recommandations positives. Les interdictions sont nécessaires, mais comme une partie seulement des directives fournies à nos enfants. La loi suprême est celle de l'amour, et c'est de conseils positifs et inspirés par l'amour dont nos jeunes ont tellement besoin. Si nous arrivons à les avertir de façon constructive, ils seront moins exposés aux dangers que nous cherchons précisément à leur éviter. De nombreux jeunes ont reconnu qu'ils ont goûté à la drogue avant tout parce qu'ils s'ennuyaient. Des parents qui donnent des conseils affectueux à leurs enfants veilleront de près sur leurs intérêts et sur leurs capacités et encourageront leurs jeunes à développer ces intérêts. Que ce soit en énonçant de grands principes théoriques ou de simples recommandations de bon sens, les parents doivent pratiquer l'art difficile des relations humaines dans lesquelles il faut qu'ils communiquent à leurs enfants leur affection sous la forme de directives positives. Les mises en garde adressées à l'enfant peuvent être prononcées de façon aimable. Les hurlements ont peu de chances de produire les effets désirés. Pas plus d'ailleurs que l'énumération des vices des amis de votre enfant. Il faut infiniment mieux adopter une démarche constructive et montrer votre amour pour les amis de votre enfant qui sont tombés dans l'engrenage de la drogue. Dites votre peine qu'ils aient fait ces choix regrettables. Vous pourrez montrer à votre enfant des articles concernant des accidents et des décès imputables à la drogue et à l'alcool, et dire combien vous êtes attristé par les dégâts que ces abus causent à ces jeunes gens et à leurs familles. En découvrant votre compassion pour d'autres jeunes victimes de ces fléaux, votre enfant sera beaucoup plus porté à vous approuver lorsqu'il vous entendra le mettre en garde contre les trafiquants. Si les paroles valorisantes correspondent au premier langage d'amour de votre enfant. Les paroles « je t'aime » devraient toujours former une déclaration qui se suffit à elle-même. L'enfant qui entend son père lui dire « Je t'aime, voudrais-tu s'il te plaît me rendre un service urgent ?» ne se trompe pas. Il sent que l'amour est exprimé pour le contraindre en quelque sorte à obéir. C'est pire lorsqu'un parent déclare « Je t'aime, mais ». Les mots « je t'aime » ne devraient être suivis d'aucune condition. C'est vrai pour tous les enfants, mais surtout pour ceux dont le premier langage d'amour est celui des mots. Rien ne semblait intéresser Florent, 10 ans. Alain et Marie, ses parents, avaient tout essayé pour éveiller en lui une flamme de vie. Ils l'avaient encouragé à pratiquer un sport et lui avaient offert un chien. En vain. Il ne savait plus quoi inventer. Il lui faisait souvent des reproches à propos de son attitude et lui disait combien il aurait dû être reconnaissant d'avoir des parents qui prenaient tellement soin de lui. Ils le menacèrent même de le conduire chez un conseiller s'il ne voulait pas se remuer davantage. Après avoir participé à un séminaire sur les langages de l'amour, Alain et Marie se demandèrent aussitôt si leur fils n'était pas surtout sensible à l'amour exprimé en mots. Ils découvrirent qu'il ne lui avait jamais parlé ce langage-là. Il l'avait couvert de cadeaux et de baisers, s'était mis en 4 pour lui et lui avait consacré des moments privilégiés.
mais leurs messages verbaux servaient généralement à exprimer leurs reproches. Ils décidèrent d'une nouvelle stratégie. Ils firent un effort conscient pour adresser à Florent des paroles valorisantes, en commençant par souligner tout ce qu'ils appréciaient en lui. Ils se fixèrent un mois pour lui communiquer le message suivant: « Nous nous intéressons à toi, nous t'aimons, tu es précieux. » Florent était un beau garçon. Aussi, ses parents se mirent-ils à mettre en valeur sa belle allure. Mais ils eurent la sagesse de ne pas lier ses commentaires positifs à des suggestions telles que « Tu es un garçon bien bâti, tu devrais pratiquer un sport. » Ils se contentèrent d'abord de souligner ses qualités physiques sans rien ajouter. Ils prêtèrent aussi davantage attention à ce qui leur plaisait dans le comportement de Florent et lui en firent l'éloge. Lorsqu'il avait nourri le chien, ils exprimaient leur satisfaction au lieu de dire comme avant « il était temps ». Lorsqu'ils estimaient devoir lui donner des conseils, ils veillaient à ce que ce soit sous une forme constructive. Un mois plus tard, Alain et Marie me dirent « C'est à peine croyable. Florent est un autre garçon. Peut-être parce que nous sommes devenus d'autres parents. Il adopte une attitude beaucoup plus positive face à la vie. Il nous raconte des histoires drôles et rit de bon cœur. Il prend plaisir à nourrir le chien et récemment, il a même fait une partie de football avec ses camarades. Nous pensons qu'il est sur la bonne voie. » Alain et Marie avaient fait une découverte qui les avait changés eux et qui avait aussi eu des répercussions sur leur fils. Ils avaient appris que le rôle de parent ne consistait pas seulement à accomplir ce qui venait naturellement à l'esprit. Comme chaque enfant est différent, il faut trouver le moyen de lui communiquer l'amour dans le langage qu'il comprend le mieux. L'histoire d'Alain et de Marie montre qu'il est possible de mal pratiquer le langage d'amour de l'enfant et ainsi de blesser et de décevoir. Florent était sensible à l'amour exprimé en mots. Et ses parents se servaient précisément des mots pour le réprimander et le condamner. Ces paroles, qui meurtrissent tout enfant, sont encore plus destructrices pour l'enfant particulièrement sensible au langage d'amour des mots. Si vous pensez que votre petit comprend mieux le langage d'amour sous la forme des paroles valorisantes, mais que vous ayez du mal à le pratiquer, nous vous suggérons d'ouvrir un cahier intitulé « Paroles valorisantes ». Quand vous entendrez des parents dire des mots gentils à leurs enfants, notez-les. Lorsque vous lirez un article sur l'éducation des enfants, inscrivez les exemples d'encouragement verbal que vous trouverez. Procurez-vous des ouvrages sur les relations parents-enfants et inscrivez tous les témoignages positifs que vous découvrirez. Puis, placez-vous devant le miroir et prononcez les mots que vous aurez inscrits dans votre cahier. Plus vous les direz, plus ils deviendront vôtres. Ensuite, saisissez les occasions favorables pour les adresser à votre enfant au moins 3 fois par jour. S'il vous arrive de retomber dans les anciennes ornières des reproches et des condamnations, dites à votre enfant que vous le regrettez, que vous mesurez à quel point vos paroles ont pu le blesser et qu'elles ne correspondent pas du tout à ce que vous éprouvez pour lui. Demandez-lui pardon. Expliquez-lui que vous essayez de vous améliorer, que vous l'aimez profondément et que vous voulez lui communiquer votre amour d'une façon plus efficace. Avec le temps, vous triompherez de vos habitudes passées et adopterez un nouveau comportement. Votre plus belle récompense sera de constater les effets sur le visage de votre enfant, notamment dans son regard, et vous ressentirez le changement dans votre cœur. Il y a alors de fortes chances pour que l'enfant vous dise en retour combien il vous apprécie. Plus il se sentira aimé, plus il sera enclin à exprimer son amour. Témoignage d'enfants. Pour les 4 enfants suivants, les paroles valorisantes correspondent au langage d'amour auquel ils sont le plus sensibles. Manon, 8 ans. J'aime maman, parce qu'elle m'aime. Tous les jours, elle me dit qu'elle m'aime. Je pense que papa aussi m'aime, mais il ne me le dit jamais. Alexandra, 12 ans, s'est cassé le bras voici quelques mois. Je sais que mes parents m'aiment, déclara-t-elle. En effet, pendant les longues semaines où j'avais du mal à faire mes devoirs scolaires, ils n'ont cessé de m'encourager. Ils ne m'ont jamais forcé à participer aux travaux domestiques quand je ne me sentais pas en forme et m'ont proposé de rattraper mes tours plus tard. Ils m'ont souvent dit combien ils étaient fiers que je fasse tant d'efforts et qu'ils étaient certains que je me débrouillerais. Ethan est un petit garçon de 5 ans très décidé. Il est sûr que ses parents l'aiment. Maman m'aime,
Et papa aussi. Tous les jours, chacun me dit « je t'aime ». Damien, 10 ans, a été confié à la DAS dès l'âge de 3 ans. Depuis 8 mois, il vit chez Robert et Anne, sa 4e famille d'accueil. Interrogé pour savoir si ce couple l'aimait vraiment, il répondit aussitôt affirmativement. Nous lui avons demandé pourquoi il répondait si rapidement. Parce qu'il ne crie pas constamment sur moi. Dans la famille d'avant, on ne cessait de hurler après moi. Il me traitait comme moins que rien. Robert et Anne me considèrent comme une personne. Je sais que je ne suis pas un enfant facile, mais je sais aussi qu'ils m'aiment. Pour des enfants dont le premier langage d'amour est celui des paroles valorisantes, rien ne leur fait mieux comprendre qu'ils sont aimés de leurs parents ou d'autres adultes que de les entendre tenir des propos élogieux à leur sujet. À l'inverse, rien ne les blessera plus que des paroles dures et critiques. Si un tel langage est toujours préjudiciable pour n'importe quel enfant, à plus forte raison l'est-il pour celui qui est sensible au langage des mots. Il est capable de ressasser pendant des années les mots humiliants qu'il a entendus. Il est donc très important que les parents et les autres adultes qui jouent un certain rôle dans la vie et le développement de l'enfant s'excusent lorsqu'ils ont adressé à l'enfant des paroles négatives, méprisantes et cinglantes. Leurs propos tenus ne seront pas effacés par les excuses présentées, mais leurs effets seront atténués. Si vous vous rendez compte que vous entretenez avec votre enfant des rapports négatifs, demandez à votre conjoint de vous rappeler quelques exemples de propos que vous avez tenus à votre enfant, de manière à ce que vous puissiez vous entendre. Cette expérience peut se révéler très humiliante pour vous, mais elle peut en même temps constituer le premier pas vers l'abandon progressif de votre discours négatif à l'égard de l'enfant. La communication positive est tellement importante pour une bonne relation entre parents et enfants qu'il vaut la peine de faire tous ces efforts pour renoncer aux vieilles habitudes néfastes et en adopter de nouvelles qui soient bienfaisantes. Votre enfant en retirera un avantage considérable, et vous-même y goûterez une douce satisfaction. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.